Bonjour, nous allons revenir ensemble sur le sujet de culture générale qui a été proposé au concours de directeur des services pénitentiaires en 2020, à savoir, faut-il être féministe? Alors, en introduction, on pourra rappeler le passé, pour peu qu'on le connaisse un peu, de ce qu'a été le mouvement féministe, avec quelques précurseurs, Olympe de Gouges, et surtout le mouvement des années 60-70, des années 68, le MLF, et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, est-ce que ça se justifie toujours? Comme beaucoup de sujets autour des femmes, finalement, on aboutit toujours un peu à la même problématique, du point de savoir si l'action se justifie toujours, le fait d'être féministe, qui en fait renvoie à la question du point de savoir si notre société a encore besoin qu'on pousse en faveur du droit des femmes. Notre société assure-t-elle l'égalité entre les hommes et les femmes? C'est ça finalement le point de la question. Et donc notre société nécessite-t-elle encore des actions, une intervention de type féministe? Oui ou non? Voilà. Très souvent, il y avait un sujet qui était tombé il y a quelques mois à Paris 2 qui s'appelait « Allez les filles ». Et finalement, la question, c'était, voilà, doit-on encore aujourd'hui dire « Allez les filles », c'est-à-dire, notre société a-t-elle encore besoin qu'on promeuve les femmes? C'est-à-dire, y a-t-il encore dans notre société des inégalités? On aboutit très souvent à cette problématique. Et donc, on va la traiter comme telle. Grand 1, le besoin d'être féministe, en apparence, est devenu en apparence moins important dans notre société. Ça, c'est le grand 1. 1A, notre société garantit de plus en plus largement l'égalité entre les femmes et les hommes. On va dire d'abord que tout cela est conforme à nos principes d'égalité des individus devant la loi, etc., etc., etc. Donc tout ça est conforme à nos principes. Et il est vrai que le dernier demi-siècle a été un demi-siècle d'évolution majeure en faveur de l'égalité homme-femme. En fait, il faut dire femme-homme dans la littérature aujourd'hui parce que F est avant H, je vous le dis. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. On va rappeler tout ce qui a pu se passer, les grandes étapes depuis 1944 et le droit de vote. Il y a eu le droit de vote, il y a eu tout ce qui s'est passé en matière civile, et puis tout ce qui a été dans le domaine, dans le champ, on va dire, de la liberté des femmes à disposer de leur corps. La contraception, l'IVG, voilà. Donc, clairement, beaucoup de choses ont été faites, et on va même ajouter un paragraphe pour dire qu'on a même, pour les femmes spécifiquement, été au-delà de la simple égalité des droits. On a été... C'est une exception dans la société française, à part pour les personnes handicapées au travail, mais globalement, c'est quand même une exception. On est allé jusqu'à la discrimination positive. Voilà, avec la parité et les règles de quotas, d'abord dans le champ politique, puis dans la sphère économique et sociale, vous le savez. Donc, globalement, aujourd'hui, l'égalité est a énormément progressé, elle est très largement assurée. Au besoin même, on est allé... au nom de l'égalité homme-femme, jusqu'à des discriminations positives qui n'étaient pas nécessairement la tradition républicaine. Donc, on a beaucoup avancé. On a fait 70% du chemin. Mais, 1B, un engagement toujours nécessaire en faveur des femmes. Voilà. Et là, on va rappeler qu'il y a encore, dans notre société, malgré tout, des sujets sur lesquels les femmes sont encore victimes d'inégalités ou de discrimination. On va rappeler, il y a deux champs, deux paragraphes. D'abord, en matière économique, professionnelle et sociale, les différences salariales, le plafond de verre, et tout ça sont souvent la conséquence d'un déséquilibre dans la répartition des tâches au sein des ménages. Voilà. Donc les femmes sont souvent assignées aux tâches domestiques, en particulier à tout ce qui a trait aux enfants, ce qui pèse
sur leur vie professionnelle, sur leur capacité de réussite, de promotion professionnelle et sur leur niveau de rémunération. Voilà. Donc ça, c'est quand même une inégalité qui demeure. Deuxième inégalité ou discrimination, les femmes sont encore très largement, plus que les hommes, victimes de violences spécifiques. Ça va du harcèlement, généralement à connotation sexuelle, jusqu'à des infractions plus graves, des crimes comme les viols ou des homicides. Voilà. Vous devez être très prudent avec le terme de féminicide. En tout cas, jusqu'à des homicides et à des violences. Voilà. Et la question des violences faites aux femmes, c'est comme ça qu'on dit, notamment de la part de conjoints, sont aujourd'hui un sujet qui est de plus en plus mis en avant dans la société. Voilà. Donc les femmes sont quand même particulièrement fragiles face à certains types de violences. Voilà. Donc ça, c'est le 1B. Le 2A, la vigilance nécessaire face aux nouveaux risques. Voilà. Alors, la vigilance est nécessaire face aux nouveaux risques. Non, grand 2, pardon. Grand 2. La vigilance est nécessaire face aux nouveaux risques. Ça, c'est le grand 2. Le 2A, la société de demain pourrait donner de nouvelles raisons d'être féministe. La société de demain pourrait donner de nouvelles raisons d'être féministe. Je pensais à 3 risques auxquels les étudiants pensent rarement, mais je vous les donne. D'abord, le retour du religieux. Globalement, les religions ont une conception essentialiste de la différence entre les hommes et les femmes qui est rarement au profit des femmes et de l'égalité homme-femme. Il n'y a qu'à voir comment Ève est née d'Adam, d'une côte d'Adam dans la Genèse. D'autant quand on parle du retour du religieux, on parle souvent du retour sous des formes assez radicales, traditionnelles, orthodoxes des différentes religions. Et cela, c'est porteur de risques sur l'égalité entre les hommes et les femmes. On en a déjà la démonstration en France, aujourd'hui simplement à propos de l'islam, même si on voit pousser un retour du religieux dans d'autres religions, notamment chez les chrétiens avec le mouvement évangéliste. S'agissant de l'islam, on voit bien aujourd'hui que la liberté d'aller et venir, la liberté de s'habiller comme on le souhaite, la liberté de se marier avec qui l'on souhaite, encore plus grave, sont aujourd'hui, pour les femmes, l'objet d'inégalités par rapport à ce qu'elles sont pour les hommes, dans certains milieux qui se réfèrent à la religion musulmane, à l'islam. Voilà. Donc attention sur le retour du religieux, c'est un mouvement qui semble concerner toutes les grandes religions, et on sait que donc ça peut être porteur de nouvelles inégalités pour les femmes. Deuxième sujet, le vieillissement de la population. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Eh bien, parmi les personnes âgées, je dirais, qui sont dans les situations les plus difficiles, dépendantes, avec des faibles ressources, isolées, on trouve le plus souvent des femmes. La raison en est simple, les femmes ont une espérance de vie 10 fois supérieure à celle des hommes, donc généralement, elles se retrouvent seules au grand âge. Elles atteignent donc le grand âge, c'est-à-dire au-delà de la moyenne d'âge pour les femmes est de 88 ans aujourd'hui, l'espérance de vie. Donc elles s'approchent de 90 ans, et on le sait, c'est à partir de 80 ans qu'on voit souvent se développer les difficultés liées au grand âge, dépendance, maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, et elles ont souvent des faibles ressources puisqu'elles ont eu des vies professionnelles souvent moins favorables que les hommes. Donc attention à ce que le vieillissement de la population ne soit pas un signe de nouvelle discrimination en fin de vie pour les femmes. Voilà. Autre risque de différence, d'inégalité en défaveur des femmes, on a déjà vu que les charges du ménage, notamment l'éducation des enfants, étaient un facteur d'inégalité économique, sociale et professionnelle au détriment des femmes. Attention à ce qu'il en est de la charge de la dépendance. Aujourd'hui, la dépendance des personnes âgées est prise en charge pour une part par la solidarité collective, publique, à travers notamment l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, ou la création de structures d'hébergement, les EHPAD, mais pour une large part, quand même, la dépendance repose encore sur la solidarité privée, intrafamiliale, et généralement sur les femmes. Les femmes qui non seulement
après s'être occupés des enfants, doivent s'occuper de leurs propres parents devenus dépendants, mais aussi des parents de leurs conjoints. Donc facteur d'inégalité aussi supplémentaire. Autre risque pour l'égalité entre les hommes et les femmes, un risque qui est né peut-être finalement de cette société de communication et de l'image de la société de liberté de communication et de l'image de la femme qu'elle peut véhiculer. On sait bien, alors on s'était alerté il y a quelques années d'une épidémie d'anorexie liée à la promotion de l'image de certains top modèles extrêmement minces, avec des effets de santé publique sur la façon dont les jeunes filles pensaient leur corps et des vraies difficultés. Plus largement, l'image de la femme et du corps de la femme, telle qu'elle est véhiculée aujourd'hui assez librement, ne va peut-être pas dans le sens de l'égalité. Le fait que l'essentiel des très jeunes adolescents aujourd'hui ait comme premier contact avec la sexualité des films pornographiques qu'ils ont trouvés sur Internet ou sur leur smartphone, et peut-être pas de meilleur augure lorsqu'il est question de libérer la femme d'un certain nombre de préjugés, de stéréotypes, de conditionnements par rapport à son corps ou par rapport à la sexualité. Voilà, il y a un risque peut-être de réassignation des femmes, dont elles-mêmes d'ailleurs peuvent être victimes, puisque ce premier contact avec la pornographie comme image normale de la sexualité concerne aussi bien les jeunes garçons que les jeunes filles. Et donc on peut faire référence à ce rapport sur tous ces sujets, top modèle et porno, à ce rapport de Chantal Joanneau, rapport au Premier ministre, qui portait il y a quelques années sur l'hypersexualisation du corps de la femme, qui est peut-être porteur demain de nouveaux stéréotypes, de nouveaux enfermements et donc de nouvelles inégalités. Voilà. 2B, donc la nécessité de continuer continuer dans le prolongement du combat féministe. 2B, la nécessité de continuer dans le prolongement du combat féministe. Voilà, donc le combat féministe de la deuxième partie du XXe siècle a permis de faire pas mal de conquêtes, et on voit bien qu'il faut poursuivre dans le même esprit, c'est-à-dire que l'égalité entre les hommes et les femmes n'est peut-être pas encore une donnée naturelle de nos sociétés. Il faut continuer à se battre pour conserver les acquis de cette égalité, et il faut faire face aux nouveaux risques. Il faut le faire d'abord parce que c'est conforme à notre modèle de société démocratique, d'égalité entre les individus, et il faut le faire parce que sans doute nos pays ont une valeur d'exemplarité vis-à-vis d'autres pays dans le monde qui nous regardent et dans lequel le combat pour les droits des femmes, à commencer par lutter contre les féminicides réellement dénommés en Asie, lutter pour la scolarisation des jeunes filles, lutter pour l'accès des femmes à la maîtrise de leur corps et de leur sexualité, l'accès des femmes au travail, l'accès à l'égalité civile au sein du ménage. Ce combat, finalement, c'est un combat mondial, et donc les sociétés démocratiques, qui sont peut-être les plus avancées, doivent demeurer exemplaires. Voilà, et dans le cadre de ce débat, on peut peut-être voir deux éléments particuliers qui sont auxquels aujourd'hui il faut accorder de l'attention. D'abord, d'une façon générale, bien se rappeler que toutes les politiques de quotas qui ont été mises en place dans une société qui repose sur l'égalité devant la loi ne doivent être, dans l'idéal, que transitoires. Et donc il faut faire en sorte qu'effectivement l'accès des femmes à des positions de responsabilité soit appréhendé par la société, intégré par la société, à telle enseigne que l'on puisse, dans quelque temps, vivre sans quota et assurer réellement un égal accès des femmes aux fonctions de responsabilité sans avoir besoin de quotas. Voilà, ça c'est une préoccupation républicaine. Une autre préoccupation d'actualité, bien sûr, c'est celle autour des violences faites aux femmes. On peut se féliciter du fait qu'il y ait eu une attention très forte liée à ça, étant entendu que la notion de violence doit être entendue au sens large. On voit une libération de la parole en matière de harcèlement, etc. Il y a une vraie préoccupation avec la notion de féminicide. Attention simplement à ne pas aller trop loin et à rester dans le cadre aussi de notre état de droit. Aller trop loin, c'est les tribunaux populaires qui considèrent qu'on jette le nom d'une personne, notamment connue en pâture, suspectée de harcèlement, et il y a une espèce de
les médias, finalement, et la société considèrent qu'il y a une présomption de culpabilité. Hein. Attention, il y a peut-être eu des erreurs, des débordements ou des risques, en tout cas au moment de la campagne MeToo. La libération de la parole, c'est très bien. Maintenant, le fait de juger de la commission d'infraction, ça ne relève pas des médias ni des réseaux sociaux. Voilà. Et autre limite, peut-être un certain débat sur qui va un peu au-delà de l'égalité des droits. D'abord celui du féminicide, hein, qui consisterait à dire qu'il faut aborder les homicides subis par les femmes comme on aborde les génocides. Considérons des femmes mourraient parce qu'elles sont femmes et parce qu'on en voudrait aux femmes, ce qui semble excessif. Et puis au-delà, une conception peut-être nord-américaine du combat féministe qui voit dans la cause du combat féministe, en fait, la notion de genre et qui considère que vouloir réellement assurer l'égalité entre les hommes et les femmes, ça passe par l'abolition des notions de genre et notamment la remise en cause de la binarité entre hommes et femmes. C'est un débat qui nous semble aller au-delà de ce qui est conforme à notre projet de société, qui est d'assurer l'égalité entre les hommes et les femmes, différents mais égaux. Donc je récapitule le plan sur le sujet « Faut-il être féministe ?» Grand 1, le besoin d'être féministe, en apparence moins important dans notre société. 1A, notre société garantit de plus en plus largement l'égalité entre les femmes et les hommes. 1B, un engagement toujours nécessaire en faveur de l'égalité. Grand 2, la vigilance nécessaire face aux nouveaux risques. 2A, de nouveaux défis à l'égalité entre les femmes et les hommes. 2B, la nécessité de s'engager dans le prolongement du combat féministe.